qu'est-ce que ce principe de relativité générale? Il faut en faire le contraste avec le principe de relativité restreinte. Le principe de relativité restreinte dit que les lois de la physique doivent être formulées d'une manière qui ne fait aucune différence entre un référentiel et un autre, pourvu que ce soit des référentiels d'inertie. Des référentiels inertiels, et les référentiels inertiels sont reliés entre eux par des changements de coordonnées d'espace et de temps qui sont les transformations de Lorentz. Donc, il faut que les lois de la physique soient formulées de manière, on dirait, covariante, pas invariante, mais en fait de la même manière d'un référentiel à l'autre. C'est pour ça qu'il est préférable de les exprimer du point de vue de ce principe-là dans un langage mathématique qui permet facilement de convertir d'un référentiel à l'autre pour s'assurer qu'elles sont les mêmes, et c'est pour ça qu'on utilise le langage des quadrivecteurs en relativité restreinte. Maintenant, Einstein, suite à cette formulation de la relativité restreinte, voulait aller au-delà de ça et s'est dit, mais pourquoi se restreindre à des référentiels d'inertie? Soyons plus généraux que ça et énonçons le principe de la relativité générale, et le nom est resté pour l'ensemble de la théorie. Mais avant que la relativité générale soit une théorie de la gravitation, ce que c'est maintenant, c'était au point de départ simplement un principe qui voulait généraliser le principe de la relativité restreinte. Et donc, Einstein se demandait, mais qu'arrive-t-il dans un référentiel accéléré? Qu'est-ce qu'un référentiel accéléré? Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'espace-temps? J'en donne un exemple ici. Donc, c'est un ensemble de coordonnées qui est illustré dans un diagramme d'espace-temps. Vous avez ici en deux dimensions sur le plan, bien sûr, pour simplifier, la coordonnée x, la coordonnée t temporelle. Et les différentes courbes qui sont ici correspondent à un nouvel ensemble de coordonnées qu'on appelle les coordonnées de Rindler ou de Keutler-Müller. C'est la même chose essentiellement, un petit détail près. Donc, ces coordonnées correspondent, ou enfin décrivent des observateurs qui sont en accélération uniforme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une accélération constante et uniforme en relativité restreinte? C'est-à-dire qu'un observateur est accéléré de manière à ce que l'accélération qu'il ressent dans son propre référentiel est toujours la même. Ce qui ne veut pas dire que l'accélération sera toujours la même du point de vue d'un observateur fixe, parce que bien sûr, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, au fur et à mesure que cet observateur, ce voyageur est accéléré, il va finir par tendre vers la vitesse de la lumière, donc son accélération vue du point de vue inertiel va tendre vers zéro, mais du point de vue de l'observateur lui-même, cette accélération peut rester constante. Ce serait essentiellement, en pratique, ce qu'on ressentirait si on était dans un vaisseau spatial avec une poussée constante. Donc, dans un vaisseau spatial à poussée constante, on serait accéléré à une accélération constante du point de vue instantané du vaisseau spatial, mais effectivement, vu d'un point externe, dans un référentiel d'inertie, le vaisseau spatial finirait par atteindre une vitesse qui s'approche, je veux dire, de la vitesse de la lumière, sans jamais l'atteindre, mais qui aurait une accélération qui tend vers zéro en fonction du temps, alors que du point de vue du vaisseau spatial, l'accélération est constante. Bon, on appelle ça un mouvement hyperbolique. Donc, les courbes que l'on voit ici, qui sont les courbes à x constant sur ce diagramme, décrivent justement ce mouvement avec accélération constante. Il y a une relation hyperbolique entre, en fait, un cosinus hyperbolique en fonction du temps décrit ces différentes courbes. Donc, là, je ne veux pas aller dans les détails de ça, bien sûr, ça peut faire l'objet d'un exercice, mais l'important, c'est qu'il s'agit d'un système de coordonnées différent. Donc, un système où j'ai des axes rectilignes ici, qui sont des axes si vous voulez, à temps constant, un temps différent, ici on l'appelle t minuscule par rapport à t majuscule, et à position x minuscule constante, qui sont les courbes hyperboliques ici, par rapport à la coordonnée d'origine qui est x majuscule. Donc on a défini un système de coordonnées curviligne, qui est un peu, si vous voulez, l'analogue d'un système de coordonnées polaires quand on décrit le plan ou l'espace, qu'importe, ce sont des coordonnées curvilignes dans l'espace-temps. Et donc, un système, un référentiel accéléré veut dire, au fond, un système de coordonnées curvilignes dans l'espace-temps. Et c'est défini par plus qu'un observateur. Vous comprenez que ça prendrait une espèce de collection abstraite d'un nombre très, très grand d'observateurs qui sont initialement à des positions différentes, comme sur les grilles, qui sont tous accélérés de la même manière et qui peuvent donc définir ces systèmes d'axes. Un seul observateur qui initialement
serait à une position donnée, il ne définirait lui-même qu'une seule de ces courbes. Ça me prend un nombre infini de courbes, une courbe pour chaque position dans l'espace-temps, dans l'espace, c'est-à-dire. Donc, la notion de système de coordonnées est donc un peu subtile si on veut la définir en pratique. On fait face à une certaine difficulté opérationnelle, en quelque sorte. Ça ne se définit pas avec un seul observateur, mais avec une espèce de collection infinie d'observateurs qui auraient des mouvements qui sont caractérisés, par exemple, par une constance de certaines coordonnées dans leur propre référentiel, alors qu'une autre est en train de se déplacer. Bref, on voudrait définir un système de coordonnées par des courbes le long desquelles une seule des 4 coordonnées change. Et on mettrait le long de cette courbe-là un observateur, en guillemets. Donc, ça prend une collection infinie d'observateurs pour définir un système de coordonnées. Et donc, c'est préférable de le voir d'un point de vue beaucoup plus abstrait ou mathématique, disons. C'est un système de coordonnées qui se définit par un changement de coordonnées, donc par des relations mathématiques entre les nouvelles coordonnées et les anciennes. Donc, c'est ça un référentiel accéléré. Et il faudrait que les lois de la physique soient exprimées de la même manière dans ce type de référentiel que dans un référentiel inertiel décrit par la relativité restreinte. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Il faut premièrement réaliser que l'introduction de coordonnées curviligne revient à ce qu'on a fait une bonne partie du chapitre précédent, c'est-à-dire introduire des bases locales, la connexion affine, les tenseurs de Christoffel, les dérivées covariantes, etc. Donc, le concept de repère local, c'est-à-dire de base locale, de symbole de Christoffel, de dérivée covariante, est un concept nécessaire et naturel lorsqu'on introduit des coordonnées curvilignes. Et de là à passer à l'étape suivante qui dit que l'espace-temps lui-même est courbe, il y a un petit pas à franchir, un pas important, mais mathématiquement, c'est un petit pas par rapport à ce qui est déjà fait quand on introduit des coordonnées curvilignes. Donc, c'est clair que le langage mathématique adéquat pour respecter le principe de relativité générale, c'est le langage mathématique qu'on a développé dans le chapitre précédent. OK. Donc, quel est le principe dynamique maintenant, une fois qu'on a accepté cette description mathématique de l'espace-temps? Quel est le principe dynamique de base pour le mouvement d'une particule? C'est le même qu'avant, c'est le même qu'en relativité restreinte. En relativité restreinte, on a écrit que l'action d'une particule qui se déplace est donnée par la longueur de sa ligne d'univers. Donc, on avait une expression pour l'action qui est donnée par ceci avec le coefficient moins fois moins la masse de la particule. Sauf qu'en coordonnées curvilignes, maintenant, on sait déjà à quoi ça correspond. Bien sûr, ça correspond à une géodésique. C'est la définition même d'une géodésique. Si on veut minimiser l'action, il faut minimiser la longueur, entre guillemets, de la ligne d'univers. Et on parle ici, bien sûr, d'une longueur au sens de l'intervalle dans l'espace-temps, avec une métrique qui aurait la signature habituelle plus, moins, 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 dans un système inertiel, mais qui aurait une forme de tenseur métrique différent dans un système de coordonnées curviligne, mais qui aurait le même signe du déterminant. Le signe de G serait quand même égal à moins 1. Et donc, nécessairement, comme on l'a vu au chapitre précédent, l'équation du mouvement correspondant, qui, en fait, si on veut, qui provient des équations de Lagrange, serait l'équation de la géodésique. Donc, je l'écris ici de plusieurs façons. On l'a vu comme ça, ce qu'on peut aussi écrire de cette manière, dans le sens qu'on a ici la quadri-accélération, la même chose que ça. Et en écrivant de l'autre côté ici les quadri-vitesses, j'aurais un peu l'équivalent d'une généralisation de F égale ma, ou ce serait l'équivalent de ça, où j'aurais l'accélération donnée en fonction de une force ou d'une espèce de champ gravitationnel qu'on appelle gamma ici et qui dépend de la vitesse en général. Donc, il y a un aspect relativiste ici qui fait que l'accélération ou la quadri-accélération va être aussi une fonction de la vitesse de la particule. Cette équation géodésique, on peut aussi l'écrire, comme on l'a vu, de cette manière, donc, où j'aurais une forme explicite ici qui est obtenue en abaissant l'indice I et qui s'exprime en fonction de la dérivée du tenseur métrique.
Alors attention, encore une fois, dans cette forme qui est très pratique, l'indice I ici est inférieur, donc covariant et non pas contravariant. Donc cette relation-là est un peu comme si on écrivait une force qui serait égale à la masse fois la quadri-accélération, donc une espèce de quadri-force qui serait donnée par cette forme-là, une force qui dépend de la quadri-vitesse de manière quadratique et de cet objet. Bon, pour faire le lien avec le principe d'équivalence, on va maintenant introduire la notion de coordonnées localement cartésiennes. Donc, on suppose qu'on a un système de coordonnées curviligne quelconque, et on va se prendre un point de référence, quelque part, que j'appelle XP. Okay? Et ce qu'on va démontrer dans ce qui suit, c'est qu'on peut toujours faire un changement de coordonnées de manière à ce que le symbole de Christoffel soit nul en un point donné, qui est le point de référence. Donc, dans le système de coordonnées curviligne, disons, qui est notre système de départ, qui est désigné par donc, les coordonnées xi, le symbole de Christoffel est non nul au point P. Alors, on va se définir un nouveau système de coordonnées, de nouvelles coordonnées x'I, et ça, c'est la définition. C'est le changement que l'on effectue. Bon, ce changement est choisi de manière à justement annuler le symbole de Christoffel dans le nouveau système de coordonnées. Donc, on peut tourner la manivelle un peu, se rendre compte que, par exemple, si je calcule la dérivée des nouvelles coordonnées par rapport aux anciennes, à partir de ça, eh bien, j'ai un terme qui est linéaire en xi et j'ai un terme ici qui est quadratique en x. Donc, le terme linéaire va simplement me donner un delta de Kronecker, donc parce que le premier terme correspond essentiellement à une espèce de translation. Et le terme quadratique va, en dérivée, me donner un terme linéaire. Alors, pourquoi? Alors, faisons un peu un détail d'un calcul. Alors, on va supposer qu'on a une fonction de x qui est donnée par ça ici, où j'ai une espèce de coefficient AJK qui est un peu comme ça ici. J'ai JXK qui est contracté avec JK ici, et je veux prendre la dérivée par rapport à XI. Comment est-ce que je calcule ça en pratique? Bien, je suppose que AJK est une constante indépendante de X, donc quand j'applique la dérivée, elle va s'appliquer sur ce terme et sur ce terme, chacun son tour. Donc, j'aurai ces deux contributions ici. Or, dxj, dxi, bien sûr, c'est la dérivée de xj par rapport à xi, c'est 0, sauf si j est égal à i. Dans quel cas, c'est égal à 1, donc c'est un delta de Kronecker, comme ça. Pour le deuxième terme, j'ai aussi un delta de Kronecker, cette fois entre i et k. Et donc, en agissant avec le delta de Kronecker, sachant bien sûr que je somme sur les indices répétés, c'est un peu comme si donc, je mettais ici j est égal à i, donc j'aurais a, i, k, x, k pour le premier terme, et pour le deuxième terme, j'aurais a, j, i, x, j, de cette manière. Si de plus, ce coefficient a est symétrique dans ces indices, à ce moment-là, bien, je peux bien sûr remplacer l'indice, je peux mettre le même indice de sommation dans les deux cas, ça c'est toujours vrai, mais en plus, cet indice de sommation serait interchangeable avec i, donc je pourrais écrire les deux termes ensemble comme ceci. J'aurai un facteur 2 fois a, i, k, x, k. Donc, c'est ce que je fais ici quand je calcule cette dérivée. Je profite du fait que, bien sûr, gamma jk ici est symétrique dans j et k. Et bon, j'ai ici utilisé l'indice j, je pourrais le remplacer par un autre indice, c'est un indice de sommation, donc je peux prendre un indice quelconque, mais il reste qu'à la fin, j'aurai une dérivée qui est égale à ceci. Donc j'aurai gamma ijk et j'ai un terme linéaire en xk ici. Bon, et si je calcule ensuite la deuxième dérivée, donc deuxième dérivée de x'I par rapport à xj et xk, je le vois tout de suite ici que j'aurai simplement ce facteur. Et ça, c'est au point P. Donc là, je calcule, c'est au point P. En fait, c'est partout parce que mon changement de coordonnées est général ici, donc, mais en particulier, si je voulais calculer ces transformations-là au point P, ben, j'aurais cette valeur-là. Et ici, au point P, bien, cette partie-là serait nulle. Et il me resterait uniquement le delta de Kronecker au point P. Donc, pourquoi je fais ça?
Parce que l'expression pour le symbole de Christoffel dans le nouveau système de coordonnées, donc ce qu'on appelle gamma prime, cette expression, on l'a vu au chapitre précédent, alors je vais juste la rappeler ici, c'est donné par cette expression compliquée. Okay? Et bien sûr, cette transformation dépend du point dans l'espace-temps auquel on s'attache, mais disons, si on la considère au point P, donc je regarde le nouveau symbole de Christoffel au point P, eh bien, j'aurai ici quelque chose qui est une composition des dérivées premières. Alors, cette dérivée première au point P est donnée par le delta de Kronecker. Et parfois, ici, je l'ai directement en dx' dx, parfois je l'ai à l'envers, ça correspond à la matrice inverse, mais qu'importe, puisque j'ai une matrice unité ici, la matrice inverse est la même. Et donc, ce premier terme ici est simplement donné par ce produit de delta de Kronecker fois gamma LMN, ce qui est la même chose que, si on regarde les indices ici, que gamma KIJ. Donc, ça ne change pas en vertu du premier terme. Par contre, le deuxième terme, lui, fait intervenir ça ici. Et donc, ça, ces deux facteurs-là sont des deltas de Kronecker. Et la deuxième dérivée est précisément donnée par ça. Donc, j'ai cette contribution avec un signe moins qui, précisément ici, va annuler le premier terme. Et donc, ça démontre que dans ce nouveau système de coordonnées, le symbole de Christoffel est nul, mais nul uniquement au point P, parce que si je m'éloigne du point P, à ce moment-là, ce n'est plus vrai que j'ai cette égalité, il faut que je tienne compte aussi de ce terme, et la transformation change. Donc, en un point précis, je peux annuler le symbole de Christoffel. Pourquoi c'est important? Ah oui, il faut que je complète aussi l'argument en disant que, en plus de ça, en plus de ce changement de coordonnées, je pourrais faire un autre changement qui s'ajoute au premier et qui serait, lui, uniquement un changement linéaire, c'est-à-dire qui comporterait une rotation des axes, une transformation de Lorentz, finalement. C'est ce que ça veut dire. Donc, je pourrais faire un changement linéaire, bon, ce ne serait pas nécessairement une transformation de Lorentz, mais je veux dire qu'il serait un changement tout à fait linéaire qui me permettrait de ramener localement le tenseur métrique à la forme de Minkowski. On pourrait, à ce moment-là, localement, avoir un système qui est inertiel, qui ressemble à un système inertiel, mais uniquement, pratiquement à un point donné. Donc, évidemment, si on s'éloigne un tout petit peu de ce point-là, c'est presque vrai. Et plus on s'éloigne, moins c'est vrai. Mais localement, on aurait un système qui, du point de vue du tenseur métrique et des équations du mouvement, ainsi de suite, serait exactement la même chose qu'un système inertiel en relativité restreinte. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait un référentiel localement en chute libre. Donc, au point P, l'équation du mouvement, donc l'équation de la géodésique, devient simplement celle-ci, puisque la connexion affine s'annule à ce point-là. Donc, l'équation de la géodésique, qui est ici, devient simplement x double point égale 0 à ce point-là. Donc, la solution, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc, un mouvement inertiel d'un point de vue d'un référentiel inertiel. Donc, il est toujours possible d'adopter le point de vue d'un système en chute libre. C'est une façon maintenant sophistiquée d'exprimer le principe d'équivalence. Donc, ça se traduit mathématiquement par cette relation-là. C'est-à-dire qu'on peut toujours annuler les symboles Christoffel en un point donné par un changement de coordonnées approprié, qui correspond en fait à un référentiel accéléré. Donc, quand on regarde ce changement ici, ce changement-là est un passage vers un système accéléré, si on veut, en raison des termes quadratiques qui sont ici. Bon. Je vais donc terminer cet argument par une remarque qui est une version plus sophistiquée de ce qu'on a dit sur la déviation des géodésiques précédemment. Donc, supposons
qu'on a un point de départ ici et deux géodésiques différentes qui passent par le même point. Ces deux géodésiques diffèrent parce que, bien sûr, les conditions à ce point-là ne sont pas les mêmes. L'angle, la quadrivitesse n'est pas exactement la même, disons. Très légère déviation entre les deux. Donc, on peut penser à une déviation infinitésimale entre deux géodésiques, de sorte qu'au-delà du point de rencontre des deux géodésiques, elles s'écartent l'une de l'autre. Et donc, elles décrivent deux courbes, deux lignes d'univers différentes. Une que j'appellerais donc xi de taux, taux étant le temps propre qui s'écoule depuis le point de départ, et une autre qui s'appellerait x bar i de taux. Toutes les deux sont des géodésiques, elles sont toutes les deux paramétrées par leur temps propre, donc la longueur propre de la courbe, à partir du point où elles se touchaient. Donc on pourrait définir la déviation géodésique, qui est cette variable xi de taux, qui est la différence de coordonnées entre les deux. Et on pourrait se poser la question, mais à quelle équation différentielle va obéir cette déviation géodésique? On connaît l'équation des géodésiques. Donc, l'équation des géodésiques est bien sûr donnée par ça ici, mais il s'agit ici de trouver l'équation qui décrit la distance ou la différence entre les coordonnées de deux géodésiques. Donc, il va y avoir une différence infinitésimale à prendre, une dérivée à prendre. On aurait à prendre la dérivée de x en quelque sorte, une petite variation. Et cette variation va se traduire par des dérivées de gamma nécessairement. Et on peut montrer, et donc je ne le ferai pas ici, je vais donner ça comme un résultat sans démonstration, que l'équation qui décrit la déviation géodésique est la suivante. Donc ça ressemble un peu à l'équation de la géodésique, sauf que j'ai ici une deuxième dérivée intrinsèque, donc la dérivée intrinsèque le long d'une courbe, ce serait la dérivée le long de la géodésique x, par exemple, de la déviation xi. Une dérivée intrinsèque donc fait intervenir aussi la dérivée covariante dans cette direction-là, et on peut prendre une deuxième dérivée covariante, donc la dérivée intrinsèque de la dérivée intrinsèque, si vous préférez. Et donc, on a la deuxième dérivée intrinsèque ici, et on a ici le tenseur de Riemann qui intervient. Souvenez-vous, il y a des dérivés du symbole de Christoffel qui vont intervenir dans cette déviation, parce que je fais une variation entre deux géodésiques. Donc, j'aurai le tenseur de Riemann, la déviation elle-même et les quadrivitesses de la géodésique principale, disons, moyenne, si on veut. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, cette relation-là? Si on se place dans un espace plat ou encore si localement, d'accord? Parce que cette équation-là, elle est indépendante du système de coordonnées, elle est vraie dans un système de coordonnées général. Si on se place dans un système localement en chute libre où le symbole de Christoffel est nul, mais non pas sa dérivée, mais si le symbole de Christoffel est localement nul, cette deuxième dérivée intrinsèque revient à dire une accélération, une deuxième dérivée par rapport à taux de la déviation. Et si la courbure est nulle en plus, ce qui est tout à fait différent, ça veut dire que l'espace est plat, du moins à cet endroit-là, eh bien, ça veut simplement dire qu'on a la deuxième dérivée nulle de la déviation. Donc, la déviation est linéaire en temps propre, donc les deux géodésiques s'écartent de manière progressive, comme des lignes droites qui s'écartent l'une de l'autre. Donc, dans un espace plat, les géodésiques dévient linéairement l'une par rapport à l'autre. Ou ne dévient pas du tout. Bon, c'est une question de coordonnées, de valeur initiale de la vitesse. Si les deux particules ont la même, non seulement la même position, mais la même vitesse au départ, elles vont toujours aller dans la même direction, c'est sûr, mais si elles ont des vitesses légèrement différentes, elles dévieraient l'une par rapport à l'autre de manière linéaire dans le temps. Alors qu'au contraire, dans un espace courbe, ce tenseur de Riemann est non nul, et c'est un tenseur, donc on ne peut pas l'annuler par un choix de coordonnées, de système de coordonnées. S'il est non nul dans un système, il sera non nul dans tous les autres systèmes, pas les mêmes composantes, mais au total, il ne peut pas être nul. Alors, ce tenseur de Riemann causerait une déviation, une accélération, si vous voulez, relative des géodésiques, qui correspond au fond à une gravitation véritable. Donc, je reviens à l'exemple
de l'observateur qui est situé sur Terre et qui observe les différentes particules qui sont situées à des endroits différents autour de la Terre et qui sont accélérées vers le centre. Donc, on voit simplement par la différence, enfin l'accélération relative des différentes particules situées à des endroits différents qu'on a affaire ici à un champ gravitationnel réel. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que le vrai champ gravitationnel physique est lié à la courbure de l'espace-temps, alors que la force ressentie ou la force fictive en général est liée à la connexion affine, donc est un choix de référentiel. Non. OK. Bon, il nous reste à nous intéresser à la limite non relativiste de l'équation de la géodésique dans le but de faire le lien avec les lois de Newton habituelles. Donc, l'équation de la géodésique, donc je vous le rappelle à cette forme, on peut prendre cette forme-ci. En prendre la limite non relativiste veut dire supposer que les particules se déplacent lentement. Donc, leur quadrivitesse, donc ça, ce sont les quadrivitesses qui sont ici. La quadrivitesse aurait à ce moment-là la forme suivante. On aurait donc UI serait dans cette limite donnée par ceci. Autrement dit, on néglige la partie spatiale par rapport à la composante temporelle qui est approximativement égale à 1. Et on fait cette approximation du côté droit de l'équation, mais bien sûr, on ne la fait pas du côté gauche. Donc, la composante temporelle étant approximativement égale à 1, ça revient à dire ici que la quadri-accélération est donnée par cette quantité, donc des composantes précises du symbole de Christoffel. Ce symbole de Christoffel s'exprime de cette manière en fonction des dérivés du tenseur métrique. Le tenseur métrique. Donc, on suppose qu'on est dans un espace qui est proche de l'espace-temps de Minkowski. Donc, on va écrire le tenseur métrique comme la somme de deux termes. Premièrement, le tenseur métrique qu'on aurait dans l'espace-temps de Minkowski, qui est celui-ci, plus une déviation qu'on suppose petite. Et bien sûr, cette déviation peut dépendre du temps et des autres coordonnées. On va supposer aussi que pour spécialiser un peu plus, que le tenseur métrique est indépendant du temps. Donc, c'est une situation, en quelque sorte, stationnaire. Donc, la dérivée par rapport au temps du tenseur métrique est supposée nulle. Donc, quand on retourne dans l'expression qui est ici, ça veut dire qu'on laisse tomber le premier terme et qu'on ne conserve que le deuxième terme. Dans le deuxième terme, bien sûr, la dérivée ne s'applique qu'à h00, puisque ceci est une constante. Donc, comme on a déjà une puissance de h dans cette expression-là, dans l'expression de g contre-invariant qui est ici, on n'a pas besoin de tenir compte de h, on peut s'en tenir au premier ordre et le remplacer par le tenseur métrique habituel. On obtient donc cette approximation ici, qu'on peut écrire comme ça, donc une dérivée, un gradient, je devrais dire, de h00. Donc, on revient un peu en arrière, donc la quadri-accélération ici, donc ça ici, serait donné par une demi fois la dérivée ou le gradient de h00, ou si on veut, on pourrait aussi l'exprimer en fonction d'une composante, d'un gradient, donc d'une composante covariante de cette manière-là, sachant ici qu'on appliquerait cette relation-là aux indices spatiaux. Alors, j'aurais sans doute dû ici spécifier un indice avec un indice latin, c'est-à-dire comme ABC au lieu de I, mais on s'intéresse ici uniquement aux indices spatiaux, donc on s'intéresse à l'accélération ordinaire, qui serait donc donnée par moins une demi fois le gradient de h00. D'un autre côté, donc, on sait que on devrait avoir cette relation, c'est-à-dire que l'accélération serait donnée par moins le gradient du potentiel gravitationnel. Bon, donc, c'est en fait le champ gravitationnel. Donc, ça nous permet de relier le potentiel gravitationnel à
H00 de la manière simple, c'est-à-dire que H00 est égal à 2 fois phi, ou, si on veut, la composante 0,0 du tensiométrique est donnée par 1 plus 2 fois le potentiel gravitationnel. Donc, c'est l'approximation non relativiste qui nous permet de relier le potentiel gravitationnel connu de la théorie newtonienne de la gravitation au tensiométrique. On termine cette section avec un exposé d'une formulation lagrangienne un petit peu différente pour les géodésiques et qui va nous servir plus tard. Donc, quand on dit formulation lagrangienne, on pense au principe de la moindre action et donc à une action qui s'exprime comme une intégrale sur le temps du Lagrangien. Ici, on fait des choses un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au temps propre, c'est-à-dire qu'on va intégrer sur le temps propre et non pas sur le temps. Donc, ce n'est pas exactement la même chose que la formulation lagrangienne ordinaire, habituelle, c'est-à-dire c'est une formulation lagrangienne entièrement relativiste, nouvelle donc. Donc, on va supposer que le Lagrangien est une fonction de la ligne d'univers et de la dérivée de la ligne d'univers par rapport au temps propre, et que c'est intégré sur le temps propre. Donc, à partir de ça, on peut tourner la manivelle habituelle du principe variationnel et donc écrire une variation de l'action en fonction de la variation de la ligne d'univers de cette manière, comme si au fond, on traitait, comme si on intégrait sur le temps finalement, alors que c'est le temps propre. Et en intégrant par partie le deuxième terme, on obtient une variation de l'action qui s'exprime uniquement en fonction de la variation de la ligne d'univers et non pas de sa dérivée. Et on arrive aux équations de Lagrange, qui sont maintenant des équations de Lagrange covariantes, entièrement relativistes, où j'ai une dérivée par rapport au temps propre et j'ai la dérivée du Lagrangien par rapport aux dérivées, ou à la quadrivitesse, si on veut. La différence étant que maintenant, j'ai toutes les composantes de la quadrivitesse qui interviennent, incluant la composante temporelle. Donc, le temps ordinaire se manifeste par une composante temporelle de la quadrivitesse qui, bien sûr, n'a pas de rapport immédiat et direct avec le temps propre qui est ici, sauf dans certains référentiels. Donc, on va montrer maintenant que si on prend un Lagrangien qui a une forme très simple, qui est celle-ci, donc 1/2 m GIJ fois la quadrivitesse au carré, donc c'est comme le module de la quadrivitesse, si on veut. Donc, si on prend un Lagrangien comme ceci, on va retrouver, en appliquant les équations de Lagrange, on va retrouver les équations des géodésiques. Voilà, allons-y. Donc, et aussi, définissons les quantités accessoires aussi. Donc, normalement, en mécanique de Lagrange, je définirais les moments conjugués comme étant la dérivée du Lagrangien par rapport à la vitesse ou à la composante correspondante de la vitesse. Donc, j'aurais, si j'applique cette définition, un moment conjugué qui a cette expression-là. Je pourrais définir aussi un Hamiltonien. Donc, la fonction d'Hamilton serait la transformée de Legendre du Lagrangien, ce qui me donnerait, le calcul est très simple, qui me donnerait essentiellement ceci en fonction de PI. C'est extrêmement semblable, sinon pratiquement identique à ce qu'on a pour une particule libre en mécanique classique non relativiste ordinaire. Donc, j'ai P carré sur 2m en quelque sorte. J'aurais les équations de Hamilton qui sont équivalentes aux équations de Lagrange. Donc, la dérivée de xi serait donnée par la dérivée du Hamiltonien par rapport à P. Et la dérivée de P serait l'opposé, donc moins la dérivée du Hamiltonien par rapport à X. En pratique, donc, si on applique cette équation à la forme précise qui est ici, on obtient que la dérivée du moment conjugué est donnée par cette expression. Alors, j'ai pris ici la dérivée par rapport à xi. Dans cette expression, il n'y a que la métrique qui peut dépendre de x. Et donc, j'aurai une dérivée de la métrique ici qui intervient. Cette dérivée de la métrique va nous mener effectivement plus tard, en fait, c'est l'équivalent des symboles de Christoffel, comme on le verra. Quant aux valeurs, aux composantes covariantes,
donc le moment conjugué, ici, je peux les exprimer en fonction de la quadrivitesse comme ceci. Donc, je veux essayer de retrouver une expression en fonction de la quadrivitesse pour comparer avec notre équation pour les géodésiques que l'on connaît déjà. Pour compléter le calcul, j'aimerais exprimer donc cette quantité en fonction du tenseur métrique covariant, parce que c'est ça qui figure dans notre équation de la géodésique. Donc, j'écris cette relation-là. Qu'est-ce que c'est que cette relation? Cette relation nous dit essentiellement que lorsque je considère l'expression suivante, GJK, GKL, j'ai ici le delta de Kronecker. Delta de Kronecker qui est une constante, donc dont la dérivée est nulle. Donc, je prends la dérivée d'une constante et j'obtiens 0. Et c'est ce que je fais ici. Je prends la dérivée de cette quantité-là. Donc, la dérivée peut s'appliquer soit sur le premier facteur ou soit sur le deuxième facteur. Et donc, cette identité nous permet d'exprimer ce qui est ici, là, ça, en fonction de ça ici. Donc, au total, en partant de là, ça me donne, donc je divise par la masse. En divisant par la masse, c'est comme si j'enlevais ici, je remplaçais PI par la composante covariante de la quadrivitesse. Donc, j'ai la composante covariante de la quadrivitesse ici, qui serait donnée par, alors là, ici, j'ai remplacé ce truc-là par ce que j'obtiens de cette identité, donc ça change le signe. J'aurais une demi GJK, la dérivée par rapport à I de GKL, et ensuite, là, j'ai le GJN, enfin bref, ce qu'on avait ici, d'accord? Parce qu'évidemment, je suis allé chercher le GKL ici et la dérivée qui est là, donc ces deux histoires-là apparaissent ici et je les remplace par l'opposé de ce truc-là. Donc, c'est pour ça que j'ai cette relation-là. Et bien sûr, ici, je n'ai qu'à entre ce facteur ici et celui-ci, ça me donne un delta de Kronecker parce que je contracte sur J. Donc, j'ai N égale à K. Et je peux simplement l'écrire comme ceci. Voilà. Et donc, j'ai retrouvé, ça c'est un truc que j'ai copié d'une diapo précédente, donc j'ai retrouvé l'expression de l'équation des géodésiques en partant d'un principe variationnel nouveau où j'ai un Lagrangien un peu différent qui entre dans l'action par une intégrale sur le temps propre, un Lagrangien qui a une forme très simple. Bref, on n'a pas besoin de supposer que qu'on a uniquement ici la longueur de la ligne d'univers. C'est une expression différente que j'ai ici. Et vous allez me dire, oui, mais ça, c'est comme la norme de la quadrivitesse. La norme de la quadrivitesse serait une constante. Oui, ici, je suppose qu'elle n'est pas constante parce que j'en fais une variation. Après coup, je peux, parce que ça dépend du choix de paramètre affine, le choix de taux que je fais. Si je choisis un paramètre affine différent de taux, la longueur, la grandeur de la quadrivitesse n'est pas nécessairement égale à 1. Donc ici, je suppose que j'ai un paramètre un peu quelconque. À la fin, je pourrais supposer, après avoir obtenu les équations de Lagrange, je pourrais supposer qu'effectivement, il s'agit d'un paramètre affine qui correspond à une quadrivitesse de longueur unité, mais au début, je n'ai pas besoin de le faire. Alors, dernier détail dans cette formulation lagrangienne, il est possible d'avoir ce qu'on appelle des coordonnées cycliques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une coordonnée cyclique en mécanique lagrangienne? C'est une coordonnée dans laquelle, une coordonnée qui n'apparaît pas dans le lagrangien. Donc, le lagrangien est indépendant de cette coordonnée. Le hamiltonien le serait aussi, bien sûr. Ça nous mène donc à cette conséquence, c'est que si la coordonnée n'apparaît pas, la dérivée du hamiltonien par rapport à la coordonnée est nulle. Donc, le moment conjugué correspondant est constant. Et ça correspond à une loi de conservation, en général. Donc, ici, je m'attarde au cas où le hamiltonien ou le lagrangien est indépendant du temps, de la coordonnée temporelle qu'on a choisie. Là, ça, bien sûr, ça dépend du système de coordonnées qu'on choisit, mais si on a la possibilité, dans un système donné, de choisir la coordonnée temporelle de manière à ce que la métrique ne dépend pas de la coordonnée temporelle, donc est indépendante du temps. Donc, si le tenseur métrique ne dépend pas du temps,
eh bien, on aura cette relation ici. Donc, le moment conjugué à la coordonnée 0 sera constant. Et ce moment conjugué serait en fait l'énergie de la particule. Donc, dans cette formulation, l'énergie de la particule n'est pas la même chose que le hamiltonien. Au contraire, donc l'énergie de la particule, c'est le moment conjugué à la coordonnée temporelle. C'est P0. Et donc, ça voudrait dire que la composante covariante de la cadre de vitesse, c'est-à-dire U0, comme ceci, serait constante. Et c'est la conservation de l'énergie. OK, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de votre attention et de votre patience.